Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est destiné ce matin aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Nous allons attendre quelques instants, le temps que tout le monde arrive sur la plateforme et soit prêt à suivre ce webinaire qui va durer 1 heure et un peu plus en notre compagnie. Alors, merci de patienter quelques instants. Et bienvenue à tous. Installez-vous confortablement. Alors avant de pouvoir prendre un café en terrasse, on va prendre un café dans nos bureaux, dans nos maisons, sur les terrasses de nos maisons, en attendant de pouvoir, je l'espère sincèrement prochainement, prendre un café à la terrasse d'un café, avec ce savoir-vivre à la française qui est le nôtre. Bienvenue à ce webinaire qui va bientôt commencer. Installez-vous, on va attendre quelques instants, le temps que tout le monde arrive. Vous êtes au bon endroit. Pour suivre ce webinaire consacré ce matin au métier de l'hôtellerie et de la restauration, pour vous accompagner dans une reprise d'activité en toute sécurité. Bonjour à tous. Alors, vous commencez déjà à nous poser des questions, merci, on va répondre. On va répondre à vos questions, alors une fois par écrit, durant l'intervention. Et puis, je me ferai l'écho d'un certain nombre de vos questions à la fin de ce webinaire. Je vais tout vous raconter. Nous allons patienter encore un peu, le temps de voir tout le monde arriver. On attend beaucoup de monde ce matin. Merci à vous de l'intérêt que vous portez au sujet. On va bientôt commencer. Alors, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire consacré à la reprise d'activité des hôtels-restaurants ce matin. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, installez-vous. Alors, on va vous apporter des éléments de réponse. Oui, le support de présentation qui sera fait ce matin sera disponible avec le replay de ce webinaire Internet, dont nous allons vous donner les liens en fin de présentation, qui sont donc les services d'AST67, les sites Internet d'AST67, de la CST et de l'UMI, bien sûr. Installez-vous, bonjour. Je vous propose d'attendre encore une minute ou deux, le temps de laisser tout le monde s'installer et se connecter à ce webinaire consacré ce matin au métier de l'hôtellerie et de la restauration. On va répondre à vos questions et on va vous donner les bonnes pistes de prévention pour aborder cette reprise en sécurité. Bonjour à tous et bienvenue, installez-vous, soyez à l'aise. Je viens de me rendre compte que mon café est froid, du coup imbuvable, ça c'est pas très malin. Installez-vous, bonjour. On va commencer d'ici 1 minute. On va répondre à vos questions qui sont déjà nombreuses pendant ce temps d'introduction. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Soyez
les bienvenus à ce webinaire qui est consacré à la reprise d'activité des hôtels, cafés, restaurants. Sujet d'actualité. Merci pour vos nombreuses questions déjà. On va répondre à vos questions, soit par écrit durant l'intervention, soit durant l'intervention par les réponses, les informations qui seront données par nos experts, ou bien à la fin de cette intervention par un temps de questions-réponses. Écoutez, je vous propose qu'on commence. 9h34, c'est une bonne heure pour commencer. Et comme j'ai l'habitude de dire, qui ne dit rien, consent, donc tout le monde est prêt. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire ce matin vous est proposé par AST67 et l'ACST, les deux services de santé au travail du Bas-Rhin, avec l'appui de l'UMI67. Alors, nous attendons aujourd'hui près de 330 personnes, merci, à ce premier webinaire consacré à la reprise d'activité des hôtels, cafés, restaurants. Parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé au travail, d'autres non, des partenaires, des institutionnels, mais pas d'inquiétude. Les informations que nous allons vous donner ne font évidemment pas cette différence. Ce qui nous réunit ce matin, ce sont les questions que vous vous posez et les réponses que nos experts vous apporteront. Je me présente. Je suis Gaëlle Faure, responsable communication à AST67, service de santé au travail de Strasbourg, et avec nous, Christophe Weber, directeur de l'UMI, le groupement des hôteliers restaurateurs débutants de boissons du Bas-Rhin. Ce matin, ce webinaire sera animé par Dr Fabienne Tondini, médecin du travail à la CST, et Dr Emmanuel Gauthier, médecin du travail à AST67. Pour ce qui est de vos questions déjà nombreuses, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Marilyn Geiger, intervenante en prévention des risques professionnels, et Jérémy Ougier, infirmier santé-travail, sont dans les starting blocks pour répondre à vos questions par écrit. En fin d'intervention, je poserai quelques-unes de vos questions à nos experts. Ce webinaire durera certainement un peu plus d'une heure. Le replay et le support de présentation seront disponibles sur le site internet d'AST67, de la CST et de l'UMI67. Eh bien, Christophe Weber, nous vous avons proposé d'animer ce webinaire ensemble, car le gouvernement interviendra cet après-midi pour préciser les contours de la seconde phase de déconfinement. Et nous saurons alors à quel moment les hôtels-restaurants pourront reprendre leur activité dans les zones vertes. Nous attendons également tous le guide sanitaire de la profession, qui tarde à être publié, mais dont semble-t-il la sortie est imminente. Alors nous prenons le risque, modéré tout de même, de communiquer ce matin avec vous pour vous donner les bonnes pratiques à déployer. Les restaurants ont adapté leur activité, vente à emporter, service traiteur évidemment, en fonction de la taille de ces entreprises et de leur capacité à moduler, à modifier leur organisation de travail. Christophe Weber, pouvez-vous nous dresser un tableau de l'état d'esprit aujourd'hui des professionnels du secteur? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Notre président Roger Sangel, qui est connecté aussi, remercie tout d'abord les services d'AST et d'ACST pour l'organisation de ce webinaire. Pour tous nos adhérents et pour tous les professionnels, sachez qu'on a utilisé le protocole provisoire qui a été diffusé, dont on pense que les très grandes lignes vont être annoncées aujourd'hui. Ce que vous allez voir ce matin est vraiment la projection de ce qui va se faire à l'une ou l'autre chose près dont on attend les éléments cet après-midi. Et pour l'état d'esprit, alors c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons parmi les personnes qui nous écoutent, des personnes qui travaillent dans des très grosses entreprises, qui sont parfois des hôtels-restaurants de grosse capacité, parfois ce sont des personnes qui tiennent en couple une petite auberge. Et il est évident que pour certains, l'envie d'ouvrir est très pressante et pour d'autres, l'envie de rester fermé est importante aussi par rapport au protocole, par rapport aux différents éléments financiers qui leur permettront de décider on ouvre, on n'ouvre pas. Donc, le sentiment est vraiment très partagé et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de rassurer dans les deux cas. C'est pas une personne qui a raison ou qui a tort, on a vraiment toutes les possibilités, les champs qui sont ouverts. Et ce qu'on va faire ce matin permettra justement d'accompagner à la réflexion de savoir est-ce que je dois ouvrir ou pas
par rapport à ce qui va être annoncé ou ce qui va être diffusé ce matin. Merci, Monsieur Weber, pour cette introduction métier. Nous allons continuer avec nos experts et puis vous nous rejoindrez, si vous le voulez bien, pour le temps de questions-réponses. Je vous propose de commencer en vous présentant le sommaire. Si Emmanuel, vous voulez bien, merci. On va commencer par quelques mots d'introduction pour vous rappeler quel est donc ce virus, comment se transmet-il, même si maintenant, aujourd'hui, nous pensons que nous avons tous un certain niveau d'information. On fera ce rappel qui est nécessaire pour comprendre ensuite pourquoi et comment il faut s'en protéger. Nous aborderons ensuite les notions de prévention collective, parce que ce sont d'abord celles-ci qu'il faut mettre en œuvre avant d'aborder les questions de prévention individuelle. Nous aborderons également quelles aides financières peuvent vous être proposées à vous, entreprises. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet en abordant les mesures de prévention poste par poste. Eh bien, allez, c'est parti. Merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, tout d'abord, pour poser les choses, ce qui nous paraît important, c'est de vous donner les objectifs de cette présentation et nos objectifs à nous, en général, dans ce contexte difficile qui est celui du Covid. En fait, l'idée, c'est de vous aider à comprendre et à vous approprier les nouvelles règles dans ce contexte particulier et inédit jusqu'ici, et de vous accompagner surtout dans ce changement, parce qu'on est conscient qu'il y a deux choses, deux défis pour vous, c'est donner envie à vos clients de revenir chez vous, mais aussi donner envie à vos salariés en fait, de travailler dans ces conditions très compliquées. Donc l'idée, c'est de vous donner des clés en fait, pour réussir, pas forcément vous effrayer, mais vous quand même poser un certain nombre de choses et vous faire prendre conscience des difficultés et de ce qu'il y a à faire pour assurer la sécurité de tous. Donc, je commence par un rappel très général et assez succinct sur le Covid, que certains éléments que dont vous avez forcément entendu parler, mais ça fait toujours du bien de faire un rappel. Donc, sachez que c'est un virus donc, qui est extrêmement contagieux et qui se transmet essentiellement par la projection de gouttelettes infectieuses, donc qu'on appelle plus vulgairement postillons, vers les autres, mais également sur les surfaces. Donc, il faut savoir que quand on parle, on émet ce type de gouttelettes dans un rayon de 1,50 m. Et quand on éternue ou on tousse, ça va jusqu'à 5 à 6 mètres. Donc, vous avez deux risques de contamination, deux voies principales, c'est l'inhalation de ces gouttelettes, mais également quand on touche une surface qui est contaminée, ce qui a longtemps été, on n'en a pas pris conscience suffisamment au début, mais effectivement, tout ce qu'on touche avec des mains contaminées est contaminé à nouveau. Et donc, ça fait l'objet de protocoles qu'on va détailler pour la suite pour le nettoyage. Donc, on met les mains sur une table, on porte ses mains à notre nez et en fait, on est contaminé. Donc, la prévention collective, c'est ce qu'on aborde en premier, puisque c'est des mesures essentiellement organisationnelles en ce qui vous concerne. Et on abordera également la prévention individuelle et toutes ces mesures doivent être anticipées. C'est pour ça qu'on vous en parle maintenant en amont de la réouverture. Donc, je vous remets à titre informatif les diapos donc la fiche INRS qui ont déjà été diffusées et qui sont disponibles sur le site de l'INRS sur le protocole national de déconfinement et qui concernent essentiellement donc, les mesures barrières au travail, donc sur des notions qu'on a tous déjà sur les mesures barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains. Et on axe en fait tout ce qui est prévention sur trois grands principes que tout le monde devrait connaître. C'est les gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains, éviter les contacts physiques, maintenir une distance entre les personnes de 2 mètres, c'est ce qu'on préconise nous actuellement, et en complément, un port de masque, surtout quand cette distance de 2 mètres ne peut pas être respectée. Donc ce sont des principes, des grands principes élémentaires à appliquer pour se protéger, certes, soi-même, mais également pour protéger son entourage. Ça, c'est tout aussi important.
Merci, docteur Gauthier. Une fois qu'on a compris ce trio de prévention qui aujourd'hui est incontournable, hein, on se lave les mains, on reste à distance de 2 mètres et on porte un masque, comment faire pour accueillir les clients dans vos établissements? Quelle est cette capacité d'accueil aujourd'hui? Voilà, donc je prends le relais. Et sur la partie où on va commencer déjà à appréhender concrètement la réouverture de vos établissements. Donc, la règle qui est celle de garantir un espace entre les personnes, donc de possibilité de se contaminer les uns les autres ou de contaminer, c'est une règle de base. On va vous la présenter sur cette diapositive. Et effectivement, il y a une notion à présent dans le plan de déconfinement national de jauge de 4 mètres carrés par personne sur les zones où les gens sont en capacité. Mais on comprendra bien que cette jauge, dans le contexte de la restauration et de l'hôtellerie, nécessite une adaptation. Le Haut Conseil de santé publique, le Haut Comité scientifique en santé publique a sorti quelque chose dont on est vraiment dans une instantanéité aussi de l'information à votre égard. On est bien content de pouvoir effectivement au fur et à mesure vous éclairer autant que c'est possible. Pour ce qui est de la restauration, on va raisonner un petit peu différemment. On va être sur la notion de groupe social et on va veiller à garantir une distance d'1 mètre minimum entre des groupes sociaux. Donc, il va falloir réorganiser, réagencer vos salles de restauration de manière à éloigner les tables d'un minimum d'1 mètre. Voilà. Lorsque ça ne sera pas possible, sur des zones comme des buffets, des comptoirs, il faudra prévoir des parois. Voilà pour le grand principe. Hein. Donc, on vous le redira, mais c'est un socle de départ, c'est des principes qui nécessitent évidemment une adaptation au cas par cas en fonction de la configuration de vos établissements. C'est ce qui m'amène à cette application qui est sur le site de l'INRS et qui permet de schématiser en 3D votre établissement et de pouvoir faire une projection de la façon dont vous pouvez réagencer. Donc, réagencer les espaces, ça va commencer peut-être à retirer un certain nombre de choses qui ne sont pas utiles ou des des éléments de décoration ou autres comptoirs ou sur lesquels on peut disposer des objets pour éviter tout ce qui peut être touché par plusieurs personnes à la fois. Et donc, vous avez le site, vous avez la référence et c'est un site INRS. Donc, la question, dans cette même logique, de limiter autant que possible les interactions, les contacts rapprochés entre les personnes, on va organiser la gestion dans son établissement. Il faut revoir, réfléchir sur un plan de circulation. Il est aussi souhaitable de pouvoir, lorsque c'est possible, avoir une zone d'entrée, une zone de sortie. Les plans de circulation en restauration, en cuisine, avec la démarche HACCP, sont des choses que vous connaissez. C'est la même chose. Hein. Il s'agit de se prévenir d'un risque biologique. Donc, c'est le même fonctionnement, sauf que là, ça implique aussi, pas uniquement sur des entrées de matières qui pourraient être contaminées, mais aussi de personnes. Donc, on va raisonner de cette manière-là. On va aussi essayer d'organiser les flux de personnes, des rassemblements, des stops, des zones de concentration. Voilà. Il sera intéressant de pouvoir anticiper les périodes d'affluence. Et il y a des moyens au jour d'aujourd'hui de pouvoir effectivement afficher en taux réel un taux d'occupation, d'utiliser un historique sur les sites web qui note les périodes de forte affluence et évidemment inciter fortement à la pré-réservation, à l'accès à votre établissement sur la base de réservation avec des horaires déterminés. Merci, docteur Tondini. Docteur Gauthier,
Qu'en est-il de l'évaluation des risques façon Covid et que faire en cas de contact avec un salarié ou un client Covid? Donc nous, ce qu'on préconise dans un premier temps, c'est comme ça se fait dans d'autres branches professionnelles, c'est de désigner un référent Covid en fait au sein de l'entreprise, quelqu'un à qui on peut s'adresser pour toute question, qui connaît toute l'organisation et qui sait ce qu'il faut faire en toutes circonstances. Et donc cette personne pourra aussi être désignée pour mettre à jour le document unique des risques professionnels et notamment pour y annexer les mesures Covid qui sont prises. Donc, il s'agit en fait dans le document unique d'identifier en fait les postes les plus exposés et les situations de travail qui impliquent une forte interaction. Je pense notamment à des locaux comme les cuisines où les gens sont assez proches les uns des autres. Et avec mise en place donc d'actions générales pour l'entreprise et plus spécifiques pour ces postes particulièrement exposés. Il faudra effectivement aussi revoir tout ce qui est protocole en place et les adapter à ce mode dégradé en fait. Donc, repenser en fait les façons de faire. Et ça, c'est extrêmement important pour nous, c'est l'information, la formation des salariés et des associés tout au long du processus, en fait, pour qu'ils se sentent impliqués, qu'ils se sentent un peu responsabilisés, puisque c'est aussi à eux de faire attention à ce qu'ils font et à voir leur comportement, en fait, dans ces situations. Et on reste, en tant que service de santé au travail, disponible pour votre démarche, quelle que soit la question. Et quelque chose qui reste important pour nous, malgré le contexte où on est un peu obnubilé par le Covid, c'est ne pas oublier que le Covid n'est pas le seul risque professionnel, qu'il y en a d'autres, et qu'il risque même d'être exacerbé en ces temps difficiles. Il faudra quand même rester particulièrement vigilant à cela aussi. Donc, pour faciliter ce retour des salariés qui sont restés très longtemps en inactivité, il serait important de prévoir en amont un temps d'accueil qu'on appellera sécurité biologique, en fait, où on donne toutes les consignes, les équipements de protection, le matériel et tous les outils qu'on conseille qu'ils soient personnalisés pour éviter qu'ils soient partagés et manipulés, un même outil manipulé par plusieurs personnes pour éviter la potentielle contamination. Également, on vous conseille de créer, après c'est à voir selon le contexte, hein, mais de l'entreprise, mais créer une cellule d'écoute. En tout cas, dire aux salariés qu'ils peuvent faire un retour et partager leurs difficultés, parce que ça ne va pas être évident pour tout le monde de travailler dans ce contexte qui est hautement anxiogène, et on l'a déjà vu jusqu'ici. Un petit point sur la prise en charge en fait, d'un salarié, ça c'est d'un salarié ou d'un client suspect Covid, puisque ça va probablement arriver. J'ai eu l'information que vous avez déjà eu des protocoles qui vous ont été envoyés. Donc là, c'est juste un petit rappel. Donc, il y a 3 choses à cibler principalement. C'est isoler la personne, protéger les autres et rechercher des signes de détresse donc chez la personne qui est potentiellement contaminée. Donc, l'isoler dans un local dédié au possible, en appliquant tous les gestes barrières. Si la personne se sent bien, elle peut demander, en fait, elle peut appeler son médecin traitant pour évaluer la situation et il sera décidé si elle rentre à domicile ou s'il y a besoin d'une prise en charge spécifique. En cas de signe de détresse, si la personne ne peut pas respirer, ne peut pas parler, il faudra appeler le SAMU. Et donc, après cette prise en charge, il serait utile de prévenir effectivement le service de santé au travail et donc de continuer à suivre les consignes, y compris pour l'hygiène du poste de travail et donc assurer un suivi des salariés contacts par les autorités et les médecins compétents. Donc, on met en... Docteur oui. Gauthier, merci. Alors, quel est le protocole à mettre en place pour nettoyer davantage? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans sa façon de faire? Quelle est la politique globale d'hygiène finalement?
Donc, nous, ce qu'on conseille, effectivement, c'est de mettre en place des protocoles spécifiques dans cette situation, puisque les règles doivent prédominer, c'est l'intensification du nettoyage et augmenter la fréquence. Parce que, comme on vous a dit, c'est un virus qui est souvent manuporté. Donc, en fait, il faut faire la chasse à tous les points de contact auxquels on ne pense pas forcément, comme les boutons d'ascenseur, les rampes d'escalier, les poignées de porte, ça, c'est les grands classiques. Également, tout ce qui est touché au comptoir, alors les boutons des machines, des imprimantes, les TPE quand on règle l'addition. Après, il y a tout ce qui est sol, surface de mobilier qu'il faut désinfecter régulièrement, les sanitaires, forcément. Alors, vous ne pouvez pas forcément dédier quelqu'un au lavage des sanitaires si ça ne l'est pas habituellement, mais il faudra mettre en place des mesures pour que les personnes qui utilisent les sanitaires, que ce soit le public ou les salariés, ils aient ce qu'il faut pour nettoyer en fait toutes les surfaces qui touchent. Également, un point d'entrée qui est les vêtements de travail. Donc ça, on s'apesantira un peu plus sur la question. Et il faudra toujours vérifier l'approvisionnement et la disponibilité en matériel. Puisqu'on avait vu que pendant cette période de crise, on a eu des moments de pénurie de masques. Bon, ça ne devrait plus être le cas maintenant, mais il faut s'assurer qu'on a toujours le stock et qu'on peut toujours fournir. On vous conseille même d'avoir du stock en excédent si jamais les clients n'avaient eux-mêmes pas de masque et qu'ils en avaient besoin, pour pouvoir en fournir, pas systématiquement, mais au moins en avoir si besoin. Et donc, tout ce protocole, c'est nettoyer, on suggère de tout nettoyer au moins 2 fois par jour. Et également, dans ce protocole, prévoir une traçabilité des actions de nettoyage, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, le nombre de fois qu'on l'a fait, si jamais il doit y avoir une transmission entre des équipes, notamment dans le cas de l'hôtellerie, avec les veilleurs de nuit, s'ils doivent faire des choses en plus qui n'ont pas pu être faites dans la journée ou s'ils doivent repasser. Donc, augmenter le nettoyage et la fréquence, ça, c'est 2 choses très importantes dans ce contexte. Également, pour tout ce qui est le nettoyage et désinfection, il faut porter des EPI, ça me paraît essentiel. Donc, tout ce qui est surtout masque, visière, on reviendra là-dessus. Les gants, c'est essentiellement pour protéger les personnes qui utilisent des produits plus que par rapport au Covid, parce que les gants, en fait, ça donne parfois un faux sentiment de protection, parce ils sont aussi vecteurs. Donc, il vaut mieux se laver les mains plus souvent que mettre des gants en se croyant en sécurité et en oubliant qu'ils sont potentiellement porteurs de virus. En ce qui concerne le nettoyage des sols, puisque c'est une question qui revient souvent, on préconise plutôt le balai humide. Si vous devez utiliser l'aspirateur, dans le cas des moquettes, il vaut mieux utiliser mais avec un filtre EPA pour éviter que ça propage en fait les gouttelettes dans l'environnement. Un autre point clé, c'est l'aération. Effectivement, après, pendant, avant le nettoyage, 3 fois par jour, 15 minutes minimum pour toutes les pièces. Utiliser un désinfectant commercial, donc soit normé ou de l'eau de javel ou de l'oxygéné, de l'éthanol. Voilà, vous avez plusieurs solutions. En ce qui concerne les vêtements et les effets personnels, donc à la prise de poste, on suggère de prendre des vêtements qui n'ont pas été utilisés, donc propres, de laisser tout ce qui est effet personnel, alors dans un vestiaire si vous en avez un ou un lieu dédié, si possible tout ce qui est téléphone, clé par exemple, parce que ça évite de les manipuler et de les contaminer potentiellement. Et on suggère également, bien que ça implique une logistique importante, ça on en est conscient, de nettoyer quotidiennement tous les vêtements de travail selon le protocole 60 degrés pendant 30 minutes. En ce qui concerne donc le contact avec les clients, donc ça nous paraît important de mettre à disposition une solution désinfectante pour les mains, donc un gel solution hydroalcoolique à l'arrivée pour que les clients prennent déjà le réflexe de se laver les mains avant de rentrer dans le local. En ce qui concerne donc les parois plexiglas, effectivement pour les comptoirs d'accueil, la caisse, le buffet, si on peut les installer, c'est intéressant parce que ça évite d'avoir les projections.
mais c'est déjà fait largement dans pas mal d'établissements maintenant. Vous pouvez également mettre des films étirables sur les objets manipulés, notamment sur les TPE, on en a assez régulièrement. Et donc, exiger le port de masque si possible. Et comme je disais, en distribuer si les personnes n'en ont pas, en tout ce qui est espace clos et confiné. Et surtout si la distance de 2 mètres entre les personnes ne peut pas être respectée. Ça nous paraît impératif. Bon, évidemment, pas quand ils mangent, mais quand ils circulent, ils devraient porter un masque entre la table et les toilettes. Ils devraient pouvoir porter un masque. Merci pour ces précisions. Un point maintenant sur la ventilation et la climatisation, puisqu'on nous annonce un été chaud, un été beau. Du coup, un petit point là-dessus pour être sûr d'être correct. Donc, en ce qui concerne ventilation, climatisation, nous, en dehors de l'aération régulière dont j'ai déjà parlé, donc c'est 15 minutes 3 fois par jour, vous avez également tout ce qui est, ce qu'on va retrouver nécessairement dans certains établissements, c'est tout ce qui est ventilateur mobile, climatiseur mobile et fixe. Nous, c'est des choses qu'on déconseille parce qu'en fait, un ventilateur mobile, ça brasse de l'air qui est présent dans la pièce et ça peut potentiellement diffuser en fait, des gouttelettes. Donc, pour nous, c'est à proscrire. En ce qui concerne donc le renouvellement d'air, en fait, il y a deux choses clés pour la ventilation, la climatisation, c'est renouveler l'air par rapport avec un apport d'air extérieur. Donc, ne pas désactiver la ventilation la nuit et le week-end. On peut la mettre à vitesse réduite pour autant. On peut forcer aussi la ventilation au moins 2 heures avant l'ouverture des locaux. Il faut garder cette ventilation dans les toilettes en permanence. Nous, c'est ce qu'on conseille. Et ce qui est à proscrire, la deuxième idée, grande idée, c'est proscrire le recyclage d'air, puisque en fait, on rediffuse un air qui est potentiellement contaminé. Donc, basculer les unités de traitement d'air avec une recirculation à 100% d'air neuf. Ça, c'est notre préconisation. Tous ces aspects de prévention collective. Docteur Tondini, faisons le point avec vous sur les aspects de prévention individuelle et sur, évidemment, les masques. Voilà. Alors, effectivement, la priorité étant au collectif, la prévention collective, néanmoins, la prévention individuelle est indispensable en mesure secondaire. Donc, le port du masque est obligatoire lorsqu'on ne peut pas garantir cette distanciation sociale d'1 mètre. Et effectivement, dans le cadre de l'activité, on va conseiller que le personnel porte un masque type grand public, et on va vous conseiller d'encourager les clients à porter des masques du même type, pas à table, mais lorsqu'ils se déplacent dans les locaux, et à en mettre à disposition si vous le pouvez. Le port de visière peut être aussi conseillé en complément d'un port d'un masque. On peut conseiller aussi au personnel de mettre un tablier ou une blouse, qui est une protection supplémentaire sur les vêtements de travail, et qui sont à ce moment-là des tabliers ou des blouses jetables qui permettraient à ce moment-là de surseoir au lavage des vêtements, qui devra être intensifié, comme ça a déjà été expliqué. Concernant le port des gants, vous avez des activités où, de manière générale, que ce soit les femmes de chambre, que ce soit en cuisine, on va porter des gants. Donc, on continue à porter des gants dans ces circonstances. Par contre, la protection de gants vis-à-vis du risque de contamination au Covid n'est pas la meilleure des précautions, dans la mesure où ça donne un faux sentiment de protection. On va toucher des surfaces contaminées, on va contaminer ces gants et on va retoucher d'autres surfaces, et donc on va transporter la contamination. Et c'est un risque assez fréquent de propagation de contamination. Donc, prudence sur les gants. Concernant les différents types de masques, vous avez un tableau qui récapitule tout ce qui peut exister comme type de masque. Je vous oriente d'ores et déjà sur le webinaire de l'AST que l'AST 67 avait fait sur les masques, et qui vous donnera vraiment des renseignements extrêmement complets. On va retrouver dans ce tableau les différents types de masques et l'usage pour les différents types de masques. Celui pour lequel, qui concerne votre activité, ça va être les masques grand public. Donc en catégorie 1, catégorie 2.
on va avoir des performances de filtration qui sont indiquées et on va indiquer de quoi ce masque vous protège. Donc, effectivement, il y a l'intérêt de protéger les autres. On a aussi cette indication de durée du port du masque est de 4 heures pour les masques grand public, mais c'est dans l'idée on ne peut pas porter un masque, enlever un masque et le remettre. Et il y a aussi une procédure pour porter le masque et pour le retirer qu'on vous présentera sur la diapo suivante. Et donc effectivement, les masques ont une indication de normes CE et EN. Donc, les étapes d'une bonne utilisation du masque. On enlève un masque en ayant les mains propres. Donc, lavage des mains à 30 secondes ou solution hydroalcoolique. On positionne son masque. Quand on le positionne, on veille à ce qu'effectivement il soit bien étanche, qu'il n'y ait pas de fuite. Donc, on place le masque déjà dans le bon sens, entre la surface du contact du visage et l'extérieur. On pince au niveau du nez quand on peut le faire et on couvre bien la totalité nez, bouche, menton. Quand on retire le masque, on ne touche pas la partie avant, on le retire par les attaches au niveau des oreilles. Et ensuite, pour l'élimination, on a une procédure particulière. On va le mettre dans un double emballage, 2 sacs poubelles qu'on conserve pendant 24 heures avant de dans les récipients, les bacs habituels. Et effectivement, ça suit une filière normale des ordures ménagères. Ce n'est pas une filière des déchets plastique. Lorsqu'ils sont lavables, on suit la notice et le nombre de lavages autorisés. Concernant les visières écran facial qu'on voit beaucoup, ils offrent une protection large du visage, yeux, nez et bouche. C'est intéressant pour les personnes au contact régulier avec le public. Ils correspondent à une norme, la norme ENE 166. Par contre, l'avis du Haut Comité en santé publique a indiqué qu'il n'a pas une efficacité complète, en tout cas pas la même au niveau de la filtration que celle des masques. Donc, la visière doit être portée associée à un masque en dessous. Et il n'y a que dans certaines circonstances bien particulières, lorsqu'on fait un effort physique très important, lorsqu'on est exposé à une grande chaleur, à une contrainte thermique, à ce moment-là, on peut surseoir au port du masque sous la visière, mais ça nécessite, en tout cas nous recommandons, de solliciter l'avis du médecin du travail, parce que la visière n'est pas considérée comme un équipement de protection respiratoire. Alors, on a des possibilités d'aide financière. Il suffit de se rendre sur le site Amélie. Donc, sur le site Amélie, vous allez pouvoir effectivement avoir les détails complets de tout le matériel qui est, sur lequel vous pouvez solliciter une aide financière. C'est du matériel ou en location sur la période du 14 mars au 31 juillet. Ça va être du matériel qui concerne et de dispensation, et aussi du matériel par rapport aux actions de nettoyage et d'hygiène de vos locaux que vous devrez mettre en place. Les entreprises qui peuvent solliciter ces aides sont des TPE, PME, jusqu'à 49 salariés, ainsi que les travailleurs indépendants sans salariés. La subvention est à hauteur de 50% hors taxe du montant investi. Il faut un minimum d'investissement de 1 000 € pour une TPE et de 500 € pour un travailleur indépendant. Nous avons le site de l'ANACT qui propose aussi un accompagnement pour les entreprises concernant la sensibilisation, les conseils, les procédures, l'accompagnement aussi de vos équipes, la formation et tout ce qui peut effectivement, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, d'initier par rapport à ce contexte. Merci, Dr Tondini. Nous allons maintenant aborder la question de la prévention, poste par poste. On va rentrer dans le dur du sujet et on va tout balayer, de l'accueil jusqu'au fitness. C'est parti. Alors, pour ce qui est de l'accueil et de la réception, quelles sont les mesures de prévention collectives à mettre en place?
Donc, en ce qui concerne les mesures collectives, donc principalement organisationnelles, hein, ce qu'on conseille, nous, c'est de privilégier tout ce qui est information dématérialisée, ce qui est habituellement sur les comptoirs, en fait, notamment en termes de brochures touristiques ou autres, tout ce qui est papier pour les réservations, facturation. On préconise en fait de supprimer tout le papier et tout dématérialiser, soit envoyer les factures par mail, mettre des écrans éventuellement d'information si vous pouvez, ou mettre sur des présentoirs des grands panneaux ou des choses qu'on n'a pas à toucher en fait. Je peux regarder de loin. Également, anticiper, et ça c'est un gros problème, anticiper les flux, en fait, les arrivées massives de clients. Donc nous, on sait que c'est difficile pour vous à organiser, mais fixer un horaire au client si c'est possible, en lui expliquant au téléphone que c'est pour des raisons effectivement de sûreté et que c'est aussi dans son intérêt, ça peut être envisageable. Après, c'est pas toujours possible, mais c'est quelque chose à avoir en tête si on peut le faire. Pour tout ce qui est en fait les portes donnant accès à différentes pièces, les laisser ouvertes dans la mesure du possible pour limiter en fait ces contacts avec les poignées dont on a parlé au début. Sur le comptoir, vous pouvez mettre ou à côté, vous pouvez mettre une station de solution hydroalcoolique à disposition pour tout le monde, aussi bien le personnel que les clients. Il faut en tout cas informer en permanence la clientèle par le biais d'affichage. Je pense que c'est important de les renseigner, surtout pour les rassurer de toutes les mesures que vous avez mises en place. En fait. Donc, tout ça, ça passe par une réorganisation du comptoir, bien entendu. Donc, au comptoir, tout ce qui est bureau d'accueil en général, on peut mettre aussi un plexiglas si c'est possible. Ça, c'est toujours intéressant. Désinfecter régulièrement le poste de travail. C'est plusieurs fois par jour. Éviter qu'il y ait plusieurs salariés au même poste sur une même tranche horaire ou prévoir des distances et qui maintiennent cette distance pour éviter qu'ils mélangent le matériel qui touche chacun au téléphone, qu'ils aient deux postes bien distincts et que ce soit bien clair. Mettre en place un TPE si ce n'est pas fait pour le paiement, pour privilégier donc le paiement par carte et sans contact. Éventuellement, s'il y a un échange d'espèces, prévoir un réceptacle nettoyable et le désinfecter entre chaque usage, entre chaque client. Également, pour tout ce qui est clé, carte magnétique pour les chambres, donc désinfecter après le retour client. Merci. Alors, une fois la réception et l'accueil passés, on arrive dans la chambre. Quelles sont donc les consignes de nettoyage? Voilà. Donc, on a effectivement, c'est une part importante de l'activité. On va informer le client déjà des nouvelles procédures mises en place et lui suggérer de participer à certains actes. Ça va, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez dit. Je pense qu'il va ce volet d'information à la fois des équipes, mais à la fois du client, va permettre de rassurer le client. Et c'est vrai qu'on va requérir un petit peu sa participation. Et parce que effectivement, au niveau des procédures, le procédure rajoute du temps, vont être un petit peu plus complexes. Il y aura des choses qu'on ne va pas faire comme on faisait d'habitude. Donc, effectivement, on va essayer dans l'organisation des modalités de travail, d'augmenter le temps dédié au nettoyage des chambres. Si possible, et là, par rapport à la problématique de l'aération, de la contamination de l'air, on va essayer de temporiser, de faire le ménage après un certain délai de départ du client. Idéalement 24 heures. Voilà. Disons, anticiper cette notion qu'on va peut-être pas nettoyer la chambre immédiatement après le départ du client. On aérera. On va essayer aussi de sursoir des couches. Comme ce nettoyage est plus complexe, plus long, on ne fera pas de nettoyage en découche, ou en tout cas, c'est une suggestion. Et on ne fera le nettoyage des chambres que
en sortie de séjour. Pour ce qui est du matériel pour le personnel, c'est la même logique. On évite que des choses soient touchées et manipulées par plusieurs personnes successivement. Donc, on va dédier un chariot par personne, par femme de chambre. On va essayer d'éviter le travail à deux. Elles vont travailler seules dans les chambres pour éviter qu'elles soient gênées à devoir maintenir une distance entre les deux personnes. On va essayer d'anticiper la préparation du matériel pour qu'elles n'aient pas à faire des allers-retours dans les couloirs et risquer de se croiser ou de croiser des clients. Donc, on va aussi mettre à disposition, évidemment, sur les chariots, des solutions hydroalcooliques, des lingettes et des produits de désinfection. Quand on procède au nettoyage de la chambre, on va aérer immédiatement la chambre. On va maintenir l'aération pendant toute la durée du nettoyage. On va éviter de secouer le linge. On va éviter tout contact du visage avec la literie, les serviettes ou tout objet qui aurait pu être en contact avec un client. Le stockage du linge usagé et essuyé qui a été utilisé se fait dans des sacs hermétiques dans lesquels ils seront mis directement ils seront transportés jusque à la prise en charge en lingerie. On va utiliser un aspirateur muni d'un filtre. On va se laver, désinfecter les mains ou nettoyer les gants en surface entre chaque chambre. Et on porte un masque et les gants habituels de ménage. Merci. Alors, qu'en est-il maintenant du petit déjeuner? Parce qu'après une bonne nuit passée, mon ventre gargouille déjà. Et alors, comment je fais moi pour prendre mon petit déj en toute sécurité dans un hôtel et comment je fais au bar? Donc, pour le petit déjeuner, ça, on est conscient que c'est un point assez épineux puisqu'il y a beaucoup d'établissements qui ont des buffets, qui proposent des buffets où les gens se servent. Donc, nous, ce qu'on conseille dans ce cas-là, c'est de privilégier le service en chambre si on le peut, en tout cas le proposer. Donc, le personnel déposerait le plateau devant de la porte de la chambre. Le client sort et récupère son plateau et le remet au même endroit une fois fini. Ça, c'est une mesure à mettre en place. Après, à vous de voir si vous mettez des tabourets pour éviter de mettre par terre ou installer autre chose pour que ce soit plus, on va dire que ça touche pas le sol non plus, quoi. Si vous devez impérativement avoir un buffet, et je pense qu'il y a des gens qui voudront aller au buffet de toute façon, c'est limiter en fait autant que possible, donc le service, limiter le nombre de personnes qui descendent et en même temps, éventuellement donner des créneaux horaires si c'est possible. Donc, il faut préparer de préférence. Oui. Attendez, je ne suis pas sur mon. Excusez-moi. Donc, préparer en amont en fait les commandes clients. Dire au client qu'il peut venir retirer son plateau ou alors vous pouvez aussi procéder à un service à table directement. Également, on conseille si vous pouvez, de fournir un kit individuel de service, c'est-à-dire des couverts et des pinces pour se servir à chaque client. À défaut, vous pouvez mettre aussi un serveur au buffet, ce qui évite que les gens se servent eux-mêmes, qui peut assurer, pour permettre d'assurer la disposition des aliments, suffisamment espacer les paniers et tout ce qui est assiette au niveau du buffet, supprimer tout ce qui est condiments communs. On peut proposer dans ce cas-là des sachets individuels et également éviter l'utilisation de tout ce qui est fontaine à eau, carafe et tout ce qui est en libre service, et pour cela fournir des bouteilles individuelles plutôt. Également, ce qu'on peut mettre en place, c'est du plexiglas au niveau des buffets et du bar pour éviter les contacts trop proches entre les clients ou entre les clients et le personnel ou avec les aliments. Enfin, après, il faut que ça reste accessible, mais disons qu'on peut mettre des barrières en plexiglas pour éviter le contact quand les personnes sont face à face, notamment. Le port du masque pour le personnel,
pense que ça devrait être impératif. Pour les clients, alors ça c'est toujours pareil, ils sont en train de manger, ils ne peuvent pas porter un masque. En revanche, s'ils se déplacent pour aller aux toilettes, comme j'ai dit tout à l'heure, ils pourraient porter un masque. Donc ils devraient en avoir un. Ou alors, il faut en avoir en stock pour leur en fournir s'ils le demandent. Alors, si on préconise de supprimer tout ce qui est tabouret de bar, pardon, et d'éviter donc la proximité physique entre le personnel et les clients au niveau du bar. Merci, docteur Gauthier. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des mesures autour de la restauration, qu'elles soient sur place ou à emporter ou encore en cuisine? Voilà. Donc là, on va effectivement ce qui se passe en cuisine. Donc là, il y a des points, effectivement, différents points d'attention. Alors, ah oui, c'est un peu perdu sur la photo. Donc là, en fait, on a une photo en cuisine. Mais là, en fait, les commentaires ont lieu sur le personnel en salle. Donc, le personnel en salle, effectivement, il y a un gros point de vigilance sur le risque de contamination du personnel de salle par les clients. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille déjà d'emblée qu'un seul personnel s'occupe d'une seule table, puisqu'effectivement, on va avoir des groupes sociaux, hein, une table, et donc, pour éviter qu'effectivement, ce groupe social puisse contaminer la moitié de votre personnel. Du coup, c'est l'intérêt d'avoir un service par un seul serveur pour une table. Ensuite, pour ce qui est effectivement de tout ce qui est manipulation d'objets qui peuvent être manipulés par plusieurs personnes, on va dématérialiser ou trouver d'autres supports. Et là, typiquement, c'est tout ce qui est menu. On va trouver, voilà, on vous laisse trouver des solutions pour éviter le classique menu qu'on donne en main aux clients. À l'entrée, quand on rentre, c'est important d'afficher donc les consignes, les nouvelles consignes de la façon dont les choses sont organisées, à la fois pour le personnel et pour les clients dans le restaurant. On va éviter le vestiaire. On va considérer que ou si on maintient un vestiaire, on demandera au client de manipuler lui-même ses vêtements. Tout ce qui est alimentation en libre service. Sur certaines zones, vous avez des distributeurs de boissons ou de snacks et c'est des choses où plusieurs personnes peuvent aller toucher les surfaces et c'est quelque chose sur lesquelles on apporte beaucoup de vigilance et qu'on souhaiterait éventuellement vous conseiller de fermer temporairement. Il y a des possibilités aussi pour passer les commandes de réservation à l'avance. Et donc par téléphone, etc. Ça, c'est pour la vente à emporter. Fixer des horaires pour le retrait de la commande, pour là aussi contrôler, maîtriser les flux, éviter une trop grosse concentration des personnes. Alors là, on se trouve effectivement en cuisine, en production. On essayera d'avoir du matériel individuel, que chacun ait aussi un poste de travail délimité, où on va respecter la marche en avant, évidemment, mais aussi des croisements. Et on va définir, donc en début de journée, définir un poste pour chaque personnel. Et éviter qu'il y ait des partages de postes et des partages d'outils. On va aussi effectivement essayer de disposer des poubelles, des lave-mains qui sont à commande à pied, en tout cas en nombre suffisant pour limiter tout ce qui pourrait être touché par plusieurs personnes. On va avoir un point de vigilance sur l'aération des locaux. C'est vérifier qu'elle fonctionne bien et vraiment voilà, avec renouvellement d'air, apport d'air extérieur. La zone de réception de marchandises est une zone aussi sur laquelle il va falloir être attentif. Il faudra prévoir une zone de dépose en extérieur pour l'arrivée des produits. Il faudra retirer et jeter les emballages, puis à ce moment-là, se laver les mains. On aménage une zone d'attente pour les produits non alimentaires avant de patienter entre 12 à 24 heures au préalable avant de les mettre dans le stock et de les manipuler.
Merci pour ces On précisions. a un petit dernier chose sur la cuisine. Donc, on va intensifier le lavage des mains en cuisine. On préconise toutes les 30 minutes. Un port obligatoire d'un masque pendant la cuisson, le dressage des assiettes, si on ne peut pas respecter les distances physiques. On porte la charlotte, mais ça, c'est habituel. On lave le matériel et les ustensiles de cuisine à 60 degrés. Les lave-vaisselle le permettent. Et on désinfecte régulièrement le matériel. Un petit point maintenant sur la blanchisserie et comment traiter le linge dans ce contexte. Alors, nous, sur le thème de la blanchisserie, on a 2 points essentiels à aborder. C'est tout ce qui est protocole de prise en charge en fait, du linge potentiellement contaminé. Donc, en fait, c'est tout ce qui est les vêtements de travail, par exemple. Eux, les prendre en charge, vraiment les identifier. Donc, des sacs qui sont marqués, soit un code couleur, soit quelque chose marqué sur le sac. Il faut qu'il soit fermé et on peut utiliser, si disponible, des sacs jetables. Également, je sais qu'il existe des sacs hydrosolubles qu'on peut mettre directement. Donc ça, c'est des solutions qui sont intéressantes. Et pour ce qui est l'hôtellerie, les hôtels qui proposent une prestation aux clients, laver les vêtements des clients, en fait, ça, on suggère de tout simplement la suspendre, on proscrit, pour éviter le risque de contamination potentielle. Ok. Un point maintenant sur les piscines de nos hôtels. Voilà, donc on est en attente de possibilités, en tout cas des modalités de réouverture de ces espaces. Classiquement, effectivement, on va procéder aux entretiens, déclarations, opérations sanitaires. Un point d'attention particulier, toujours la même chose, les principes de prévention sont les mêmes, c'est l'aération des locaux et le risque de contamination par là. Donc, on va nettoyer les filtres, on va désactiver le recyclage d'air, toujours de l'apport d'air extérieur. Concernant la gestion des espaces et le maintien de la distanciation sociale, on va réfléchir à éventuellement réorganiser, espacer les transats, les chaises dans les aires de repos. On va effectivement contrôler la fréquentation, peut-être avoir une attribuer des tranches horaires, contrôler l'accès, voilà. Dans le bain, là, il faudra encore, les précisions sont en cours. On a des choses qui sont en train d'arriver en termes d'information, d'autorisation sur les piscines collectives. Et donc, effectivement, on va, pour l'instant, vous conseiller, évoquer 2 baignières pour 3 mètres carrés. Et si la piscine est en aérien, en extérieur, on peut être à un nombre plus important. Pour les cours collectifs en piscine, on limite à 10 personnes en gardant un espacement de 2 mètres pour l'aquagym ou l'aquabiking, ce genre d'activité. Merci. On va terminer sur l'espace fitness et bien-être. Alors, j'avoue que je vais être désespérée par ce que je vais entendre, puisque vous allez nous dire adieu aux espaces bien-être. Autant le fitness, ça me fait rien, autant le bien-être, ça me désole. Oui, on n'a malheureusement pas de bonnes nouvelles à annoncer là-dessus, puisque bon, il y a pour tout ce qui est espace bien-être, donc spa, en fait, ça a été bien détaillé dans la fiche métier de la branche esthétique que vous avez en lien ici et dont vous pourrez prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. À mon avis, ça l'est. Quant à tout ce qui est salle de sport et espace fitness, alors pour ceux qui en disposent, à ce jour, les salles de sport, de toute façon, les établissements qui sont salles de sport ne sont pas réouverts. Donc, je pense à certains espaces de fitness qu'il peut y avoir dans des hôtels qui sont parfois dans des locaux aveugles, donc on ne peut pas aérer, dans des sous-sols. Nous, ce qu'on conseille, c'est tout simplement de les fermer, de fermer l'accès. Donc, tout simplement pour éviter tout risque et puis pour simplifier le protocole de nettoyage et optimiser le temps. Voilà, ce sera tout. Merci, Dr Gauthier. On va terminer sur la diapo suivante qui va vous donner quelques liens utiles
pour aller un petit peu plus loin, merci. Du coup, ici, 2 liens vers 2 fiches métiers qui vous renvoient sur le ministère du Travail, hein, une fois sur la femme de chambre et une fois sur le réceptionniste, le veilleur de nuit, vous les connaissez certainement. Les services de santé vous proposent un accompagnement pour la mise à jour de votre document unique. Donc, vous avez ici un lien une fois vers AST 67 et puis une fois vers l'outil de la CST au service de santé. Et puis, de la même manière, des foires aux questions qui sont disponibles sur ces sites où vous trouverez, je l'imagine, des réponses à vos questions. Écoutez, on en a terminé pour cette première présentation. On va maintenant passer au temps des questions-réponses. Alors, je vais faire venir par ici tout le monde. Hop. Redonner la parole à ceux qui l'avaient perdue. Voilà. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions hein, au fil de l'intervention. Alors déjà, je remercie Marilyn Geiger et Jérémy Ougier de vous avoir répondu au fil de l'eau. Et je vais me faire l'écho de quelques questions. Évidemment, je ne vais pas pouvoir me faire l'écho de toutes, compte tenu du fait qu'elles sont nombreuses, mais j'en ai repéré quelques-unes qui pourraient être intéressantes pour tout le monde. Une première question de Caroline qui dit « J'ai des fauteuils en velours. Comment faire pour les désinfecter? Est-ce qu'il faut le faire à chaque changement de client? Est-ce qu'il faut que je mette quelque chose dessus? Comment je peux faire? De même pour les coussins des chaises en terrasse. Qu'est-ce qu'on préconise? Je vais répondre. Alors, nous, tout ce qui est tissu, c'est très difficile en termes de désinfection. Donc, moi, je ne peux pas vous conseiller autre chose que de changer. Nous, on a l'habitude même dans nos cabinets d'avoir du tissu. On a changé, en fait, on a mis des chaises en plastique pour pouvoir recevoir les gens, parce que pour désinfecter, c'est quand même beaucoup plus facile. Pour ce qui est, si vous pouvez enlever les coussins et les laver, c'est possible aussi. Il faut les laver à 60 pendant 30 minutes, mais bon, ça va faire beaucoup de manipulation et beaucoup de lavage. Donc, moi, je pense qu'il faut les enlever et puis mettre quelque chose de plus pratique pour nettoyer. Il n'y a pas trop de solutions là-dessus, malheureusement. Pour rester dans la... Je voulais juste rajouter, effectivement, la préconisation, on ne l'a peut-être pas dit, c'est effectivement un nettoyage entre chaque changement de client à une table. Donc, on va dresser particulièrement, on va dresser en fonction d'un nombre de convives qu'on aura déjà prévu pour respecter les distances entre les tables. Et on va avoir une seule personnel dévolue à cette table. Le serveur sera toujours le même. Le paiement se passera à la table pour éviter des allées-venues dans le restaurant et surtout des allées-venues de clients. Et effectivement, quand les clients sont partis, on va nettoyer la table et le mobilier. Donc évidemment, ça va être les zones qui vont être touchées et sur lesquelles des gouttelettes peuvent être projetées. Donc ça va être beaucoup les accoudoirs, mais je rejoins complètement mon collègue sur des zones en tissu, ça va être difficile. Éventuellement prévoir un support qui est comme une housse que vous pourrez replier, mettre dans les sacs identifiés et laver à 60 degrés à changer entre chaque client temporairement. Voilà. Je vais rester dans la thématique du nettoyage avec la question du nettoyage des sanitaires. Comment assurer un nettoyage optimum? Est-ce qu'il faut nettoyer à chaque passage d'un client? Est-ce qu'il faut juste augmenter la fréquence du nettoyage? Alors, sur les sanitaires, je vais me permettre, je ne sais pas si Emmanuel rajoute quelque chose, si le docteur Gauthier rajoute. Il faut intensifier. Alors, évidemment, dans les sanitaires, dans un restaurant, dans un hôtel, on sait que, dans les guides, il y a des guides qui sont orientés simplement sur l'évaluation des sanitaires. Donc, c'est quand même un point très important au niveau de l'image de l'établissement. Donc, je pense que c'est déjà très bien tenu. Et je pense que c'est effectivement continuer sur cette ligne-là pour les professionnels. Il conviendra de rajouter quand même du gel hydroalcoolique. Et il y a une chose très importante, c'est de supprimer les soufflants. Il faut mettre des serviettes, il faut supprimer aussi les serviettes en éponge. Donc, on va être moins esthétique pour le haut de gamme, mais ça va être des serviettes en papier et ça va être des poubelles avec des couvercles et des poubelles à pied avec des couvercles. Et c'est vrai que avec les mesures d'hygiène habituelles que les personnes peuvent mettre en œuvre de manière habituelle dans les sanitaires, on parle juste de renforcement. Il faudra avoir aussi la ventilation. Il faut que ces locaux soient aérés avec une aération d'air extérieur.
si c'est possible. Merci. Oui. Je rajoute juste quelque chose. On est tout à fait conscient que vous pouvez pas, si ce n'est pas habituellement fait, vous ne pouvez pas dédier quelqu'un dans un petit restaurant au nettoyage des sanitaires. Ça, c'est évident. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est dans les sanitaires, mettre une petite affiche avec ce qu'il y a à faire. Nous, c'est ce qu'on fait dans nos locaux. Hein. Il y a des procédures à faire. Il faut nettoyer après être passé, mettre des lingettes à disposition, veiller qu'il y en a toujours à disposition et les gens feront. Il faut aussi un peu les responsabiliser dans ces cas-là. Ils utilisent des toilettes après quelqu'un. Donc, je pense qu'ils sont assez conscients pour faire ce qu'il faut. J'ai une question pour Christophe Weber. Alors, vous avez répondu directement à Michael, mais je pense que c'est une question que certainement plusieurs se posent. Michael dit, en Allemagne, certains commerçants facturent une taxe Covid supplémentaire. Du coup, est-ce que c'est légal en France? Alors oui, c'est légal puisqu'il y en a déjà des corporations qui le font, notamment la coiffure, mais nous sommes en train d'attendre un texte d'encadrement puisque il est clair que tout cela a un coût. Et d'ailleurs, si vous m'autorisez, je voudrais juste faire un commentaire global pour la présentation qui était de très bonne qualité. Par contre, encore une fois, nous sommes en attente des protocoles définitifs. Alors, comme j'ai vu beaucoup de réactions, je me permets juste de réagir aussi, si vous m'autorisez, sur les fameux 4 mètres carrés ou la distanciation physique. Comme l'a dit justement le docteur, quand il y a des croisements, ben, vaut mieux que sa distanciation physique puisse être respectée, comme on peut le voir dans les autres commerces. Pour le moment, quand ce document a été élaboré, on était encore sur l'esprit de la HCST qui proposait une jauge. Or, on sait depuis avant-hier que cette jauge, comme l'a bien expliqué le docteur tout à l'heure, saute et on se rapprocherait plus à table d'une différenciation de 1 mètre par table. Par contre, la grande nouveauté qu'on a découvert sur le texte de la HCSP, c'était de dire qu'on pourrait, pour ceux qui ont des tables rapprochées, mettre des parois en plexiglas. Donc, on ne raisonne plus en mètres carrés sur le volume client, mais on raisonne vraiment sur une séparation barrière par exemple, des claustras en bois pour ceux qui sont non fermés, évidemment, ou des plexis ou autres. Mais encore une fois, avant d'affirmer cela à 100%, j'attends le texte officiel, puisqu'on ne sait jamais, parfois il peut y avoir des petites surprises de dernière minute. Là, donc, l'idée générale, hein, j'espère que tout le monde l'a compris, c'est bien de favoriser la convivialité quand même, hein, qui est la base de notre métier, tout en rassurant nos clients et notre personnel. De toute façon, il est bien clair que même si ces mesures qui ont été dictées peuvent faire peur, d'un autre côté, on sait très bien qu'il y a des clients qui vont être extrêmement sensibles et qui vont venir ou pas. Donc, à chacun vraiment de faire attention, de trouver la juste norme entre la protection de soi-même déjà, de son personnel, de ses clients. J'ai une question, je pense, de Cécile qui demande si elle doit prendre les coordonnées de ses clients. J'imagine que c'est dans le cadre d'un tracing. Si vous voulez, l'Allemagne, par exemple, ou l'Italie le font, c'est-à-dire que dès qu'il y a un client qui vient au restaurant, puisque bon, dans l'hôtellerie, normalement, on a les coordonnées du client, et pour la restauration, alors on attend les textes de savoir s'il faut le faire ou pas, mais c'est toujours délicat, puisqu'en France, vous savez que les normes de la protection individuelle sont extrêmement encadrées, et qu'un client peut très bien donner ou pas ses coordonnées. C'était vraiment de l'esprit cas contact. Et vous savez que le gouvernement a proposé une application et que cette application n'est pas obligatoire. Donc, on est dans la zone grise qu'on déteste. Donc, idéalement, oui. Dans la pratique, ça va être un peu compliqué. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent les médecins, mais enfin, relation client, pour l'avoir vécu, c'est un peu compliqué. Bah, j'ai envie de dire, cette notion de cas contact, ça permet, je pense que c'est effectivement sur la base de volontariat. Je pense que ce qu'on peut expliquer aux clients, c'est que effectivement, ils pourraient être amenés à être prévenus si le soir où ils sont venus, une personne avait été dans le restaurant et qu'elle avait déclaré le Covid. Mais bon, ça reste quand même. Si dans les restaurants, on prend les mesures qui vont bien, les personnes qui sont en même temps dans le restaurant ne peuvent pas être des cas contacts. Il faut quand même une proximité. Hein. Donc,
Oui. Ça peut. Je pense que c'est quelque chose comme elle le sent, mais ça n'est pas une obligation. C'est un service à rendre aux gens. De leur dire, on pourrait vous contacter, vous informer. J'ai envie de revenir sur les masques. Excusez-moi de faire des sauts de puce d'un sujet à l'autre. Puisqu'on a dit tout à l'heure que le masque devait être porté par les clients lorsqu'ils se déplaçaient, par exemple, notamment aux toilettes. Mais du coup, ils le posent où, ce masque, quand ils reviennent à leur table? En fait, il y a des solutions. On le fait quand on veut utiliser un masque qu'on le porte, par exemple, pour aller dans un magasin, on sort, on n'a plus besoin du masque, on rentre chez soi, c'est possible de le réutiliser. En fait, on l'enlève. Alors, on ne le met pas sous le menton, comme on le voit, ou je ne sais pas comment. En fait, on peut le mettre dans un sachet plastique. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Je prends un sachet style congélation, je le mets dedans. Et je l'utilise que pour ce masque-là. Et après, je ressors le masque et je le mets. Donc, il faudrait que les gens s'organisent, en fait, qu'ils viennent avec ce petit sachet et qu'ils mettent leur masque dedans. Après, ils le reprennent, ils se décontaminent les mains avant et après l'avoir mis. Ils le remettent. Moi, c'est ce que je fais. C'est une organisation, c'est contraignant, mais de toute façon, le Covid, c'est que des contraintes. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a des choses aussi qu'on voit, c'est des gens qui accrochent quelque part. Alors, accrocher, comme on accroche un sac à une table, je ne crois pas que ce soit idéal. Mais après, si vous voulez mettre des crochets pour que les gens accrochent leur masque, pourquoi pas. Mais honnêtement, la solution du petit sachet, je trouve que c'est pas mal. Après, il faut que ce soit que les gens y pensent. Après, si vous avez des sachets, vous pouvez les proposer aussi. Mais je trouve que c'est une bonne solution pour ceux qui veulent enlever et remettre après. Moi, c'est comme ça que je fais, plutôt que de mettre sur la table. Oui. Je continue sur les masques, juste pour apporter une précision à Émilie, juste pour être sûre. Alors, elle dit en cuisine, vous ne préconisez pas le port de masque si les distances sont suffisantes. Est-ce que c'est bien ça? Mais alors, quid de la contamination de la nourriture? Oui, comme c'est présenté la slide, c'était peut-être pas clair, je suis désolée. Effectivement, distance, mais sur certaines phases de préparation alimentaire, il y a une slide qui dit bien, quand on va faire la préparation froide, les desserts, on met le masque, évidemment. On ne peut pas contaminer les aliments qu'on prépare. Il y a le port de masque en plus. Je pense que c'est très, très peu de moments où on peut ne pas porter le masque. Je fais un saut de puce je retourne aux toilettes, pardon. Il y a beaucoup de questions là-dessus. On peut refaire un point sur le coût des sèche-mains. Est-ce que les sèche-mains sont possibles? Est-ce qu'il faut tout mettre en papier? C'est quoi le truc? Le sèche-main, c'est problématique. Vous éternuez avec un sèche-main, vous contaminez toute la pièce. Déjà, en temps normal, il y a des gens qui ne l'utilisent pas parce qu'ils ne trouvent pas ça hygiénique. Mais alors là, avec de l'air qui est soufflé sur les mains, bon, elles sont censées être propres et lavées. Mais je veux dire, moi, ça ne me paraît pas concevable. Il faut utiliser des papiers jetables. C'est pareil, tout ce qui est les serviettes qu'on tire comme ça c'est pareil. Actuellement, c'est pas envisageable. Donc, je suis désolé, mais effectivement, on ne peut pas le préconiser. Vous ne pouvez pas garder quelque chose qui souffle. Au même titre que c'est le même principe que les ventilateurs. C'est la même chose. Donc, ça vous causera plus de problèmes qu'autre chose. Quelqu'un posait la question, je reviens au masque, quelqu'un posait la question tout à l'heure de savoir est-ce que je dois afficher quelque part le fait que le port du masque est obligatoire dans mon restaurant et si un client ne veut pas le porter, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le côté client. Et de l'autre côté, si mes salariés ne veulent pas porter le masque, qu'est-ce que je fais? Alors, Monsieur moi, j'ai Weber. juste un texte réglementaire. Si dans les normes, il y a marqué que les clients doivent mettre un masque pour se déplacer et tout, idéal, ce qui est le cas dans les versions qu'on a vues, soit le client en a un, soit on lui en propose un. Par contre, pour le salarié, si dans le règlement intérieur, parce que forcément il y a modification règlement intérieur, il est indiqué que le port du masque est obligatoire, le salarié ne peut pas y surseoir. Je précise même que c'est une faute lourde qui peut amener à un licenciement. Merci, la réponse est très claire. Allez, je retourne dans les toilettes. Je voulais juste dire, parce que c'est une question générale, et là c'est hors Covid, la responsabilité de l'employeur est engagée.
c'est énorme, énorme la responsabilité de l'employeur en termes de maintien de la santé des salariés. Tout ce que le salarié est tenu de faire, c'est de respecter les consignes données par son employeur. Finalement, je ne vais pas aux toilettes. Je vais rester dans la salle. Hein. Et avec la question de la climatisation, est-ce que vous pouvez redire, reconfirmer, réinfirmer, est-ce que la clim est possible ou pas en salle de restaurant? Alors, c'est une question technique. C'est une question de la façon dont votre clim, elle marche. Si vous avez un apport d'air extérieur, c'est juste le recyclage de l'air qui n'est pas bon. Voilà. Ça, c'est très clairement, c'est comme ça. Alors, peut-être le côté technique des hommes va peut-être arriver en appui, mais la question, c'est vraiment d'éviter le fonctionnement en cycle où on aurait de la contamination qui s'est repulsée dans la salle. On va avoir, si vous avez des bouches d'aération qui saisissent de l'air autour d'une table où va y avoir une personne, un aérosol avec une charge virale, et elle passe dans les tuyaux et elle est repulsée. Ce type de contamination n'était pas identifié au départ. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'épidémie, on a pu mesurer quand même que c'est un mode de contamination à prendre en considération. Je ne sais pas si je suis claire ou si... Alors peut-être une question pour Christophe Weber, une question de Carole. Et nous, dans les restos gastronomiques, on est plusieurs à intervenir sur une table. Une fois le serveur, une fois le sommelier. Comment on fait? Est-ce qu'on peut faire des découpes au guéridon ou proposer un chariot de fromage? Disons, à partir du moment où c'est un serveur qui s'occupe tout le temps du même chariot, alors bon, je sais que c'est forcément compliqué, mais je prends juste l'exemple du chariot de fromage. Bon, je suppose que je crois savoir de quelle Carole il s'agit. Si idéalement c'est la même personne qui s'occupe de toutes les tables, pour moi, il n'y a aucun souci, parce qu'il n'y a qu'une personne qui manipule et qui touche les objets. Bon, régulièrement, évidemment, se laver les mains, etc. Il n'y a pas de souci. Pour la découpe au guéridon, que la personne qui pose les ustensiles sur le guéridon et ensuite s'occupe du découpage, etc., il n'y a aucun souci. Même si dans les faits, en général, c'est pas la même personne qui prépare et l'autre qui découpe. Mais vu les circonstances, ce serait plutôt ça. J'ai aussi vu une question de Carole pour les couverts. À partir du moment où en mise en place pour ce type de restaurant où les couverts sont posés d'avance, je sais que c'est un peu compliqué dans un restaurant gastronomique, puisque il peut y avoir jusqu'à 6-7 services, mais d'essayer d'en poser le maximum sur table, et ensuite que la personne qui les pose juste avant pense à se laver les mains ou à prendre du gel juste avant, ne serait-ce que pour montrer qu'elle est bien propre. C'est toujours comme dans ce qu'on disait tout au début, rassurer le client sur ce qu'on fait. Et toujours dans le restaurant gastronomique, toujours les mêmes. Je vois aussi qu'il y avait une question sur les tissus. Alors là, je me prononce pas en tant que, je sais pas, médecin ou quoi que ce soit. Par contre, c'est vrai que pour les chaises en tissu, c'est un vrai problème, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour les restaurants. Alors, j'ai vu la réponse médicale qui dit que les tests ne sont pas encore validés pour le nettoyage par la vapeur du tissu. Par contre, comme j'ai vu que c'est ce qui est recommandé dans les magasins de vêtements, je me dis que nettoyer, mettre un coup de vapeur sur les chaises, ce sera toujours mieux que d'en rien faire du tout, quoi. Même s'il n'y a pas de protocole qui le valide aujourd'hui. Je vais prendre une dernière question pour terminer ce webinaire et je m'excuse d'avance de ne pas pouvoir porter toutes vos questions ici à nos experts. Une dernière question sur les vestiaires. Est-ce qu'on les ferme? Est-ce qu'on autorise une personne à la fois? Est-ce qu'on peut refaire un point là-dessus? Il est conseillé de les fermer. C'est ce qui est conseillé. Ça n'est pas interdit. Est-ce que éventuellement les gens garderaient leurs vêtements à proximité de leur table? Voilà. La question c'est après, je pense qu'on vous a donné les clés pour avoir un raisonnement sur les modalités de contamination. Ce qui est touché, ce qui est dans l'air, les contacts entre les personnes. Alors, si vous arrivez à inventer une solution d'avoir un vestiaire, admettons, avec une personne, un personnel en permanence, maintenant, et qui serait dûment protégé, parce que la question, c'est ça, c'est aussi le fait d'avoir comme ça une multiplicité de toucher les vêtements. Ce qui est préconisé, c'est que seul le client touche ses vêtements. C'est une source de moins de contamination.
Alors Arnaud dit en fait la question était posée pour les vestiaires du personnel. Ah, C'était pas, j'avais pas Les compris. vestiaires du personnel, ouais. mais ça revient à peu près au même, hein. Je veux dire, il y a des grands principes. Après, dans d'autres branches professionnelles, ils utilisent des vestiaires. Les vestiaires ne sont pas forcément très grands. Moi, je prends un exemple que je connais dans le bâtiment, où ils ont mis en place un protocole très précis donné aux salariés sur l'utilisation des vestiaires. Alors, c'est assez exigu hein, comme pièce. Donc, ils limitent le nombre de personnes en même temps. Donc, ils sont deux, je crois, en même temps. Ils font attention à tout ce qu'ils touchent et ils ont un protocole de désinfection de tout ce qu'ils ont touché. Donc, ça peut se faire. Après, il faut vraiment réfléchir. C'est ça. Nous, on ne peut pas vous dire exactement comment faire selon les configurations des locaux, mais c'est tout à fait. Enfin, pour moi, c'est envisageable. Après, si c'est trop compliqué et si ça implique trop de contraintes pour vos salariés et que c'est un protocole de désinfection trop compliqué, c'est mieux de le fermer. Mais si vous arrivez à organiser les choses pour qu'il y ait un minimum de personnes en même temps et que ce soit fluide, c'est envisageable. Tout à fait d'accord. C'est juste un complément sur les vêtements, les tenues de travail, parce que peut-être que ça a été zappé dans toutes les informations. Donc, il convient qu'effectivement, il n'y ait pas de tenue de ville. Il faut que ce soit des tenues, même si d'habitude, dans certains restaurants, le personnel vient avec ses propres tenues. Là, ce qui est préconisé, c'est qu'il y ait des tenues qui soient entretenues quotidiennement, c'est-à-dire un lavage après chaque service de la tenue de travail à 60 degrés, 30 minutes, minutes. Je vous propose d'en terminer avec ce webinaire. Je sais que plein de questions restent ouvertes. Je sais aussi que vous pouvez vous tourner vers vos services de santé au travail pour trouver des réponses. Vous savez que vous pouvez vous tourner vers l'UMI pour trouver des réponses. Vous savez que le protocole va être publié certainement aujourd'hui. Donc, vous ne resterez, je l'espère, pas sans réponse. Est-ce que quelqu'un voulait dire quelques mots de complément Voilà. avant de terminer? Alors, juste pour finir, effectivement, dès qu'on a le protocole, nous, on va le prendre, on va essayer de le découper de manière la plus exhaustive possible pour alimenter les réponses des questions que j'ai pu voir. Par exemple, j'en vois une sur les séminaires. C'est l'exemple type où on est sûr que la distanciation va être importante parce qu'on peut pas rester 8 heures à table sur 80 cm. Non, c'est pas possible. Là, on est quasiment sûr qu'il y aura des notions de distanciation physique qui vont arriver. Donc, que tout le monde soit rassuré. Dès que le protocole arrive, les grandes lignes, on va les sortir assez rapidement et après, dans un deuxième temps, rentrer un peu plus dans les détails. Mais pour reprendre tout ce qui a été dit, je remercie vraiment très sincèrement les équipes de l'AST et de la SCST puisqu'on a monté ça en très très peu de jours. Je sais qu'il y en a certains qui ont terminé. Non, ça, il faut pas montrer. Mais soyons fiers de l'avoir monté en 3 jours, soyons fiers de ça. Je remercie vraiment pour la réactivité. Entre le moment où on l'a proposé, organisé et mis en ligne, franchement, c'était beaucoup de travail et je remercie vraiment toutes les équipes. C'est une première chose. Hein. Comme vu le nombre de personnes qui se sont connectées, on peut penser qu'il y en aura peut-être une autre à faire peut-être dans quelques semaines pour voir, parce qu'il y aura forcément, si j'ai bien compris, le plan de déconfinement, au fur et à mesure, il y a des strates qui vont peut-être baisser ou à l'inverse se remettre si jamais par malheur il devrait y avoir une deuxième vague. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de dire on va pas faire un reste hôpital ou un hôtel à hôpital, hein, c'est pas du tout le cas, mais c'est vraiment de faire en sorte qu'on reste le plus convivial possible, tout en rassurant encore une fois nos clients, nos salariés et de protéger nous-mêmes. Donc merci à tous, chacun pour vos interventions. Et s'il y a des questions au niveau de l'UMI, vous connaissez l'adresse, hein, christophe@umi67.fr. Pour ceux qui sont à l'AST ou la SCST, vous auront leur propre interlocuteur. Donc, n'hésitez pas, on reste à votre disposition et merci de votre confiance.
Alors, j'ai lancé quelques sondages pour évaluer votre satisfaction de ce webinaire. Pensez à répondre à ces sondages avant de partir. Il me reste à remercier la CST et Dr Tondini d'avoir participé à ce webinaire, évidemment dans des temps de flou. C'est un peu notre rythme en ce moment. Merci Emmanuel Gauthier d'avoir joué le jeu pour AFT 67. Merci Christophe Weber au nom de l'UMI 67. Et puis merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos nombreuses questions. Évidemment, ne restez pas sans réponse, contactez vos équipes de santé-travail, contactez vos branches et restez connectés. Et en tout cas, prenez soin de vous, rassurez vos clients, rassurez vos collaborateurs. Je crois que c'est là la clé. Bonne journée, prenez soin de vous. Merci à tous.